A Louis Pelletier nada le hace más feliz que ver humear las calderas, admirar los conductos que llevan el jabón líquido hasta los moldes y encargarse exclusivamente del proceso de fabricación. Ella dirige al personal, supervisa la llegada de los productos, la salida de los camiones y lleva las cuentas. El ancho mundo de Pierre Lemaitre en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Soyez le bienvenu. Nous commençons par le récit. Louis Pelletier, devant ses chaudières, il profite de ses senteurs, tandis que sa femme gère les expéditions. C'est su point de vue. Okay. Beirut 1920. Allí están instalados la familia Pelletier. Allí nacerán sus 4 hijos y erigirán su emporio comercial, con ramificaciones en Trípoli, Alepo o Damasco. 4 hijos que, después de unos cuantos años, deciden distanciarse de su familia. Siendo un negocio tan fructífero, ¿por qué querrían separarse? Alors, ces 4 enfants qui sont nés à Beyrouth et qui, arrivés à l'âge adulte, décident de partir, pourquoi quitter une affaire qui tourne aussi bien? Chacun des 4 enfants de la famille a une raison de partir. Chacun a la sienne. Cada uno de los hijos, de los 4 hijos de la familia, tiene sus propios motivos para marcharse. D'une manière générale, tous les enfants ont envie de quitter leurs parents. Il y a un moment où ça devient inévitable, et ça, c'est de tous les temps et de toutes les générations. Pero por lo general, todos los hijos llega un momento que quieren alejarse de los padres en cualquier tiempo, en cualquier generación. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los hijos. Vamos a ir perfilando cómo son. Nous allons parler un peu de chacun des enfants, voir comment ils sont. Oui. Tenemos al primogénito que por razones obvias tiene que ser el heredero de esa fábrica y por ende las siguientes generaciones. Es un niño obeso y un niño que tiene problemas, incluso llega a aislarse de los demás, ¿no? Se siente un poco raro, un poco, ¿cómo te diría? Incluso se agrede a sí mismo. Nous commençons par l'aîné qui était appelé à hériter d'usine et qui est un enfant obèse avec des problèmes, qui s'isole et qui en arrive même à l'auto-agression. Je ne partage pas trop cette manière de voir le personnage. Je pense qu'il n'est pas comme ça, il le devient. Bueno, no comparto exactamente esa forma de ver el personaje. Yo no creo que sea así, sino que se convierte en eso. En fait, Jean, comme fils aîné, est la victime d'une injonction paternelle à diriger l'entreprise. En realidad, Juan, como primogénito, es víctima de un mandato paterno de dirigir la empresa. Et le malheur de ce garçon, c'est son père qui l'incarne. Y la desgracia de ese chico la encarna su padre. Le père demande au fils de faire quelque chose pour lequel le fils est totalement impropre, incapable. El padre pretende que el hijo haga algo, pide que el hijo haga algo de lo cual no es capaz en absoluto. Et c'est à cause de cela qu'il devient obèse et qu'il se scarifie. En fait, c'est un garçon intensément malheureux et rendu malheureux par l'injonction paternelle. Y por ese motivo es porque se vuelve obeso, se escarifica y tal. En realidad es un niño desgraciado y que se ha vuelto desgraciado por las expectativas paternas. Le sobrepasan las expectativas. Il est dépassé par les attentes de son père. Absolument. Ser periodista era una profesión de alcohólicos y maleantes. Alors être journaliste, c'était un métier d'alcoolique et de malfaiteur. Oui, ça c'est la légende que Angèle Pelletier fait courir. Parce que Angèle, du temps où elle était enceinte, a été un jour renversée par un homme fortement alcoolisé qui était journaliste. Et donc elle a établi un lien entre les deux. Pour elle, un journaliste et un alcoolique, c'est presque la même chose. Mais ça, c'est la vision d'Angèle, bien sûr. Bueno, ese es el predicamento de Angèle Pelletier, la madre que cuando estaba embarazada pues le dio un empujón a un periodista borracho. Entonces para ella, periodista y borracho, ya vino a ser lo mismo. Así es. Investiga un asesinato, veremos después, y por lo tanto hace periodismo de investigación, cumple con uno de sus sueños al marcharse fuera del hogar. Alors, il mène une enquête
sur un crime. Et d'une certaine manière, il réalise son rêve. De qui elle parle? De qui parle-t-il? Nous parlons maintenant de l'enfant qui rêve de devenir journaliste, oui. Et journaliste d'investigation. Oui. Ce qu'il va arriver à faire en enquêtant. Oui, François. Alors François, c'est le deuxième fils de la famille Pelletier. C'est l'intellectuel de la famille, celui qui a le mieux réussi ses études. Bueno, pues François es el segundo hijo, es el intelectual de la familia, el que ha tenido más éxito en los estudios. Et c'est un garçon qui a très tôt cherché l'aventure. Dès l'âge de 18 ans, il s'est enfui de chez ses parents pour aller faire la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Y bueno, desde muy joven busca la aventura, con 18 años se fuga de casa de sus padres para ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Son rêve, c'est de devenir un grand journaliste d'investigation, mais il ne va commencer malheureusement non pas par les grandes enquêtes sociales dont il rêve, mais par les faits divers, ce qu'on appelle en français les chiens écrasés. Y su gran sueño es ser efectivamente periodista de investigación, pero no va a empezar con los grandes temas sociales como le hubiera gustado, sino por los sucesos, lo que en Francia se llama los perros atropellados. Buena expresión. Para explicar otro de los personajes, yo lo fundaría todo en el amor. Huye, bueno, más que huir, abandona ese hogar porque tiene la llamada del amor, que además dentro del nexo familiar su condición, su inclinación sexual no supone un problema. Troisième personnage, c'est l'amour, celui qui quitte le foyer familial parce qu'il répond à l'appel de l'amour et dont l'orientation sexuelle en fait ne pose pas problème au sein de la famille. Oui. J'avais dans un premier livre, Au revoir là-haut, montré une homosexualité réprimée, et je voulais cette fois-ci montrer une homosexualité acceptée. Sí, efectivamente, nos vemos allá arriba, presenté una homosexualidad reprimida y aquí quería presentar una homosexualidad aceptada. Ce que le livre essaye de montrer, c'est que Étienne va souffrir de son homosexualité sur le plan social, à l'école, etc., mais que son homosexualité sera dans la famille tout à fait acceptée et pas du tout réprimée. Et lo que va vivir Etienne es que su homosexualidad sí que se va a ver, o sea, le va a hacer sufrir a nivel social en el colegio y demás, pero en su casa es perfectamente aceptada y en absoluto reprimida. Me gusta ese enfoque, me parece muy acertado. J'aime bien cette approche, je la trouve très juste. C'est-à-dire que, oui, enfin, je la trouve juste, c'est-à-dire il y a en même temps une répression sociale et une acceptation familiale, et je pense que c'était quand même le cas de beaucoup de jeunes gens, garçons ou filles homosexuels, d'avoir finalement à l'intérieur de leur famille une bienveillance qu'ils ne trouvaient pas toujours à l'extérieur de la famille. Eso es. Sí, yo creo que efectivamente es acertado que coexista esta represión social con la aceptación familiar. Esto ha sucedido a muchos jóvenes, chicos y chicas, el contar con cierta benevolencia dentro de la familia. Sitúas la historia en tres escenarios como son Beirut, Saigón y París. Vietnam es, digamos, el gran sufridor, ¿no? El gran sufridor de guerras, diría. Vous situez l'histoire dans trois scénarios, Beyrouth, Saïgon et Paris. Con Francia y Estados Unidos. Primero con Francia y con Estados Unidos. D'accord. Et Saïgon, c'est là que se concentre la souffrance, d'abord avec la France et après avec les États-Unis. Oui, l'action du livre se passe en partie en Indochine et plus particulièrement à Saïgon, à un moment où, nous sommes en 1948, où les troupes communistes qui viennent du nord de la Chine, du nord du pays par la Chine, commencent à gagner l'ensemble du territoire. Et au fond, Saïgon est une sorte de ville assiégée, une sorte de Titanic en Indochine. Sí, efectivamente, una parte de la historia transcurre en Saigón, en Indochina, en 1948, en un momento en que empiezan a llegar tropas de la China comunista a través del norte del país y empiezan a extenderse por todo el país, de manera que Saigón es prácticamente una ciudad sitiada, una especie de Titanic. C'est-à-dire, au fond, d'une ville dont on sait qu'elle va chuter, comme le Titanic, on sait qu'il va couler, la ville va chuter, le pays va être perdu
pour le colonialisme français. Et d'une certaine manière, la France va passer le relais aux États-Unis, qui va fabriquer là l'autre grande guerre coloniale, qui est la guerre du Vietnam. En cierto modo sabes que la ciudad va a caer, igual que sabes que el Titanic se va a hundir, igual que sabes que el país lo va a perder Francia como colonia y que le va a pasar el testigo a Estados Unidos y que va a ser Estados Unidos quien desencadene ahí la guerra de verdad. Hablábamos de dos tipos de tortura, A y B, y con ello introducimos también al personaje, recuperamos otra vez al personaje como es Etienne, que se le consideramos como el insolente, pero ese tipo de torturas vistas y sufridas también las conocemos, pero creo que son necesarias también contarlas. Oui, donc nous reprenons ce personnage insolent d'Étienne qui dit qu'il y avait deux types de torture, la torture A et la torture B. Je crois qu'il est nécessaire aussi de reprendre ces tortures. Les guerres coloniales ont toutes été des guerres d'une très grande cruauté. Todas las guerras coloniales han sido muy crueles. L'armée française s'est livrée à des exactions et des tortures assez insupportables, donc le livre en parle. El ejército francés cometió exacciones y torturas insoportables y el libro habla de ellas. Et c'est vrai que le Viet Minh, lui aussi, s'est livré à des actes de torture qui sont tout aussi difficilement supportables. Pero el Viet Minh también cometía actos de tortura que eran igual de insoportables. Mais du point de vue, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette guerre, le Viet Minh est dans un état de légitime défense. Pero si tomamos un poco de perspectiva con respecto a esa guerra, sí, el Viet Minh estaba en una posición de legítima defensa. Ça ne justifie pas la torture exercée par le Viet Minh, mais en tout cas, ça aide à comprendre qu'on est dans une guerre de survie pour ce peuple écrasé par le colonialisme français, qui sera ensuite écrasé par le communisme chinois. Es decir, con esto no se justifica en absoluto la tortura ejercida por el Viet Minh, pero sí que se comprende mejor que ellos estaban en una guerra de supervivencia, estaban aplastados por el colonialismo francés antes de ser aplastados por el comunismo chino. Por supuesto. Descubrir la corrupción y usarla en beneficio propio. Donc découvrir la corruption et en bénéficier. Alors, ce qui est intéressant dans le trafic de la piastre, qui est le scandale autour duquel tourne l'intrigue du roman, c'est de voir l'ennemi de la France retourner les outils du système contre le système. Sí, el interés del tráfico de la piastra, que constituye un poco el núcleo de la novela, es ver cómo el enemigo revierte las herramientas del sistema en su propio beneficio. Au fond, le capitalisme français va profiter de ce trafic de la piastre pour faire fortune, va arranger, fabriquer de toutes pièces de grandes fortunes françaises, sans s'en rendre compte que le Viet Minh est parvenu à contourner le système et profiter lui aussi de ce trafic de la piastre pour gagner de l'argent et acheter avec cet argent des armes qui vont servir contre la France. De hecho, el capitalismo francés, que a través de este tráfico de la piastra construyó grandes fortunas, no se dio cuenta de que mientras tanto el Viet Minh le buscaba los resquicios al sistema y se beneficiaba también de ese tráfico para comprar armas para derrocar al gobierno francés. La necesidad de creer en algo, lo único sólido para tener un poco de paz, la influencia de las sectas de carácter religioso y militar durante la contienda. Donc la nécessité de croire à quelque chose, la seule manière de trouver quelque chose de solide, c'était de croire aux sectes militaires pendant la guerre. Oui, c'est une découverte pour moi quand je travaille sur cette période de l'Indochine, que l'existence de ces sectes. Sí, para mí fue un descubrimiento cuando trabajaba sobre esa época en Indochina, la existencia de estas sectas. Et c'est tout à fait étrange parce que ça n'est pas du tout ce qu'on s'attend à trouver dans un pays comme l'Indochine. Y es muy sorprendente porque no te esperas encontrarte algo así en Indochina, ni mucho menos. Mais l'explication n'est pas très difficile à trouver en vérité. Pero realmente no es muy difícil encontrar una explicación. En fait, le peuple indochinois est pris en étau entre le colonialisme français et le communisme chinois.
Porque el pueblo indochino está atrapado entre el colonialismo francés y el comunismo chino. Le communisme venant de la Chine, pas exercé par les Chinois. Sí, o sea, el comunismo que venía de China, ¿no? Sí. Et au fond, les sectes représentent une sorte de no man's land, d'îlot qui permet aux gens d'échapper à l'étau dans lequel ils se trouvent. Y de esa manera las sectas constituyen una especie de tierra de nadie, una especie de islote que les permite encontrar un refugio a esas fuerzas opuestas. Et au fond, ces sectes finissent par créer des villages, avoir leur propre police, leur propre armée, et ce sont des espèces d'îlots qui permettent aux gens de survivre dans une période de guerre épouvantable. Porque esas sectas acaban creando su propia policía, su propio ejército, sus propias aldeas y se convierten en islotes que permiten simplemente a la gente sobrevivir en esa guerra insoportable. El ejército pagado con opio. L'armée pillée avec de l'opium. Oui, bon, c'est un grand classique des guerres coloniales que la drogue finance les militaires. On l'a beaucoup vu avec la guerre du Vietnam, bien sûr. Bueno, es un gran clásico de las guerras coloniales que las drogas financian a los ejércitos y se vio claramente en la guerra de Vietnam. Helen, no me había olvidado de ella, la había dejado para el final de los 4, tiene una relación tóxica con su profesor de matemáticas. La llamamos la rebelde, la llamas la rebelde. Hélène, je ne l'avais pas oublié, j'avais laissé pour la fin, qui a une relation toxique à son professeur de maths et que vous appelez la rebelle. Oui, c'est une jeune fille de 18 ans qui vit dans une période où la domination masculine règne sans partage. Sí, es una chica de 18 años que vive una época en la que la dominación masculina impera a sus anchas. C'est à cette période que Simone de Beauvoir va parler des femmes comme des êtres relatifs. Y en esa época es cuando Simone de Beauvoir habla de las mujeres como seres relativos. C'est-à-dire qu'une femme n'est jamais une femme, elle est toujours la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Es decir, que una mujer nunca es un ser en sí, sino que siempre es la hermana de alguien, o la mujer de alguien, o la hija de alguien. Et ce quelqu'un est toujours un homme. Y ese alguien es siempre un hombre. Et donc, Hélène est une jeune fille qui cherche sa position de femme, mais elle sort de l'adolescence. Et c'est donc extrêmement difficile pour elle de se projeter dans un monde qui n'existe pas. Entonces Hélène está buscando su lugar como mujer, pero ella está saliendo de la adolescencia y para ella es muy difícil proyectarse en un mundo donde ese espacio no existe. Et donc elle va utiliser une des armes les plus communes dans ces situations, c'est la fuite. Et c'est cette fuite que le roman va tenter de saisir et de comprendre. Por lo tanto, utiliza una de las armas más comunes en este tipo de situaciones, que es la fuga. Y esa fuga es la que la novela va a seguir y va a intentar comprender. Geneviève, pour moi, c'est l'intérprete, el personaje. Sí. Porque intenta controlar a John, a su marido, y curiosamente dice que como reparación a un matrimonio que no satisface lo suficiente ni cumple con lo esperado, se pueden pedir más de 1.000 francos y una demanda a los padres del novio. Alors Geneviève, qui contrôle Jean et qui dit que en compensation d'un mariage décevant qui n'est pas à la hauteur des attentes, elle peut réclamer une somme et porter plainte. Contre les parents. Contre les parents, oui, contre les parents. Oui. Quelle est votre question? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es hasta qué punto, siendo la mujer de, podía reclamar, entre comillas, el que su marido no había cumplido las expectativas de matrimonio. Alors comment, à quel point, en étant l'épouse de, pouvait-elle réclamer que son mari n'avait pas été à la hauteur des attentes? Elle-même ne croit pas une seconde à la possibilité d'attaquer en justice ses beaux-parents. Elle n'y croit pas. Ella ni por un momento se cree la posibilidad de perseguir a sus suegros judicialmente. Cette menace d'attaquer les parents en justice n'est qu'une nouvelle phase de la manipulation permanente qu'elle exerce sur son mari. Oui. O sea, esta amenaza de demandar a los suegros es una fase de la manipulación permanente que ejerce sobre su marido. Ce qui est très étrange, c'est que dans une période de domination masculine,
on a l'air de trouver étonnant et presque scandaleux une femme qui exerce, elle, une domination féminine. Lo curioso es que en una época de dominación masculina resulta sorprendente, incluso escandaloso, encontrar una mujer que ella ejerce dominación sobre los Mais hombres. au fond, l'une n'est pas moins scandaleuse que l'autre, et les deux dominations sont scandaleuses. Mais je retiens qu'on ne parle jamais de la domination masculine, mais qu'on trouve Geneviève tout à fait insupportable. Pero en realidad las dos dominaciones son igualmente escandalosas, pero yo lo que subrayo aquí es que nunca se habla de la dominación masculina y sin embargo se encuentra escandalosa la dominación de Geneviève. De la même façon, on trouve que Geneviève est un être très malfaisant, alors que quand même c'est son époux qui est un serial killer et pas elle. Y luego por otra parte parece que Geneviève es muy mala, muy malintencionada y en realidad el asesino en serie es su marido. Sí. No quería decirlo. Ne voulais pas en parler. Oui, on Bueno. peut en parler. Okay. Se puede hablar de ello. Era importante contribuir a que su marido tuviera reputación de infiel. Estoy hablando de la mujer de Pelletier, de Louise Pelletier. Alors c'est assez pour Angèle. C'était important de contribuer à ce que son mari ait une réputation d'infidèle. Oui, alors, en fait, ce que j'essaie de montrer à travers le couple d'Angèle et de Louis, c'est que tous les couples fonctionnent sur des fictions. Sí. Sí, lo que quería mostrar a través de la pareja entre Angèle y Louis es que todas las parejas funcionan sobre una ficción. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire d'un couple, c'est la manière dont le couple se raconte sa propre histoire. Y que en realidad la historia de una pareja es la forma en que una pareja se cuenta su propia historia. Et dans cette légende familiale, dans cette légende de couple, Angèle se plaît, parce que ça la flatte, d'imaginer que son mari est un séducteur. Y entonces en este relato de pareja, en este relato familiar, a Angèle le gusta, porque le halaga, pensar que su marido es un seductor. Elle a d'autant plus de plaisir à l'imaginer et à le dire qu'elle sait que son mari est un homme parfaitement fidèle. Y disfruta tanto más pensándolo y diciéndolo cuanto por el hecho de que sabe que su marido es absolutamente fiel. Cada primer domingo de marzo, la familia muestra su prepotencia ante la sociedad local, camino de su empresa de jabones. Estén donde estén, el padre les paga los billetes para que ellos vuelvan y hagan ese cometido. Alors tous les premiers dimanches de mars, toute la famille va rendre visite à l'usine et le père paye les billets d'avion où qu'il soit dans le monde pour qu'ils viennent participer à ce geste. Oui, Louis Pelletier est saisi depuis très longtemps d'un syndrome de patriarche. Sí, Louis Pelletier está afectado desde hace mucho tiempo por el síndrome del patriarca. On comprendra assez tardivement dans le roman pour quelle raison cet homme-là essaye en permanence de fabriquer des racines à sa famille. On le comprendra à la fin du roman. Y hay que llegar casi al final de la novela para comprender por qué este personaje, Louis Pelletier, está todo el rato inventándose raíces para su familia. Et une manière de fabriquer artificiellement des racines qui n'existent pas, eh bien, c'est de fabriquer des cérémonies qui sont symboliquement des moments où on régénère la légende familiale, même quand elle n'existe pas. Y una forma de inventar raíces familiares es inventar ceremonias, que son momentos simbólicos en que se regenera la leyenda familiar, aunque esta no exista. Exacto. El jabón, la esencia del jabón, el perfume, el olor, lo compara con el olor del periódico también, pero quiero llegar a un punto y es: los secretos familiares son los mejor guardados bajo esa esencia de jabón, de una forma filosófica. Alors, la senteur du savon, comme la senteur du journal, ces odeurs, tout ça pour me faire revenir à dire si les secrets de famille sont les mieux gardés. Je pars de l'hypothèse que toutes les familles ont leurs secrets. Yo parto del supuesto de que todas las familias tienen sus secretos. Et c'est la raison pour laquelle la famille est la première instance qui nous rend fous. Y por ese motivo es por el cual la familia es la primera instancia que nos hace enloquecer. D'abord parce que les enfants sont toujours le résultat de la névrose de leurs parents.
En primer lugar, porque los hijos siempre son resultado de la neurosis de sus padres, qui est en quelque sorte décuplée par l'existence de secrets familiaux. y esa neurosis se multiplica por 10 debido a la existencia de los secretos familiares. Il ne faut pas croire que pour autant la famille Pelletier soit une famille plus dysfonctionnelle que votre famille ou la mienne. Pero no por ello hay que pensar que la familia Pelletier sea más disfuncional que la suya o la mía. Je pars du principe que toute famille est par définition, par nature, dysfonctionnelle. Parto del principio de que por definición y por naturaleza todas las familias son disfuncionales. Au demeurant, on se rendra compte aux 3/4 du roman que dans les moments de grande difficulté, cette famille qu'on a trouvée dysfonctionnelle fonctionne comme un groupe très homogène et très soudé. Y sin embargo, cuando llevas 3/4 partes de la novela leída, más o menos te das cuenta de que en los momentos de gran dificultad, esa familia, por Está muy ahí. disfuncional que sea, está ahí. Siempre. Sí. Un placer, Pierre. Se lee muy bien, no digo rápido, a mí no me gusta decir que se beben los libros, hay que sacarles jugo. Has hecho capítulos muy cortos, giros inesperados. La familia, el fondo de la familia está ahí, como bien dices, todos tenemos nuestros secretos y pase lo que pase, al fin de cuentas siempre es familia. Eh bien, merci Pierre, c'est un livre qu'on lit très bien. J'aime pas dire qu'on lit vite parce qu'il faut vraiment en extraire la saveur. Et c'est des chapitres courts qui se passent très bien, il y a toujours des choses inattendues et finalement on sent que la famille, c'est toujours la famille. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.